Bonsoir tout le monde. Génération X, Y, Z. On n'a pas trop d'alpha encore. C'est pas 4 ans, ça fait un peu juste. Alors, eh bien, on est bien dans la génération Z parce que vous avez commencé par le dessert. Donc là, on va avoir... Là, ça va être... Alors, on a l'habitude, parce qu'avec Olivier, on a fait beaucoup de conférences ensemble, mais on a toujours fait comme ça. Toujours commencé, donc j'ai la lourde tâche après de continuer une fois qu'il vous en a mis plein les yeux et plein les oreilles. Mais bon, ça se passe. On est toujours arrivé. Alors, on m'a demandé, moi, de parler aussi d'éthique et management, et vous allez voir que c'est un peu... Alors, sans qu'on se soit copié, mais bon, comme on a beaucoup travaillé ensemble, il y a que vous retrouverez des points communs. Et donc, on va retrouver un petit peu des mêmes choses, mais justement, penser un petit peu différemment. Et donc, moi, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait derrière ce terme d'éthique et de management, et puis de manager éthique. Puisque vous allez voir, si vous ne le savez pas, eh bien, ça existe maintenant, le manager éthique. Donc, voilà, alors l'éthique, bon, ici, le 90%, vous savez ce que c'est. C'est notre conscience morale. On fait bien la différence avec la morale et puis avec la déontologie. Et donc, cette éthique telle qu'on la connaît aujourd'hui, eh bien, j'ai fait un petit peu d'historique. Vous voyez que fin 19e, déjà, on parle d'éthique de responsabilité. C'est quand même pas tout neuf par rapport à l'éthique de conviction. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une éthique et de mesurer un petit peu les conséquences de notre éthique. Pas simplement avoir une position un petit peu moraliste. Et puis, vous voyez, au 20e, avec Hans Jonas, on va devoir être responsable et on parle déjà des générations futures. Donc là aussi, c'est pas nouveau. J'aimais bien aussi parler de Michel Foucault, qui est si important pour nous tous, et qui est vraiment qui a aussi posé des pierres très importantes dans le domaine de la santé. Et puis vous voyez que dans les années 70, on arrive à la bioéthique et avec les lois bioéthiques que l'on connaît bien maintenant. Et j'étais aussi intéressé de voir que en fait, les 4 grands principes sur lesquels on travaille aujourd'hui, et vous travaillez, donc datent de ces années-là aussi, 70-80. Vous voyez, c'est la 5e référence. On est, 94 quand même. La bienfaisance, on en reparlera. La non-malfaisance, le respect de l'autonomie et la justice. Donc voilà un petit peu, si on revoit rapidement l'éthique, le management. Alors là aussi, je ne suis pas un manager, donc je ne vais pas rester très longtemps, mais voilà, cette diapositive que manager m'a prêtée. Le manager, c'est un peu, il doit tout faire. Alors en plus, à l'hôpital, excuse-moi Olivier, mais le chef de service, il n'a jamais été formé au management. Bon, c'est comme l'enseignant à l'université, il n'a jamais été formé à la pédagogie. Mais bon, voilà, ça c'est notre système, il faut qu'on se débrouille. Et donc le manager, eh bien, il doit tout faire. Il doit anticiper, il doit décider, organiser, animer, performer, piloter, résoudre, communiquer. Voilà, donc en effet, il a intérêt de bien comprendre ses collaborateurs, comme disent les managers. Et justement, alors, on s'était intéressé, je me suis intéressé, alors malheureusement le temps passe vite, vous voyez. On a commencé, j'ai coécrit ce premier livre en toute modestie. C'était le premier livre quand même sur la génération Y. Et c'était un manager qui était venu me voir et qui commençait à se poser des questions, comment manager la génération Y. Et à l'époque, je lui ai dit, bah oui, nous aussi, on voit bien qu'il se passe des trucs, là, on ne communique pas de la même façon. Et donc, on avait abordé cette question, et je vous le conseille pas spécialement, parce que c'est vraiment un livre de management. Donc, c'est un petit peu, enfin, à moins que vous vouliez faire du management. Mais maintenant, ça remonte quand même à 2011. Donc, voilà, les choses changent.
Alors quand je discute avec les managers, bien, les managers, ils ont voilà, ils ont deux grands outils. C'est de mesurer les compétences. Donc les compétences, ça regroupe les connaissances, le savoir-faire, l'expérience, etc. Et puis l'autre notion qui est beaucoup plus complexe encore à mesurer, c'est la motivation. Et derrière motivation, c'est des termes qui sont complexes au niveau cognitif. S'il y a de l'intérêt, il y a de l'enthousiasme, il y a de la confiance en soi. Et tout ça va nous mener à de l'engagement ou pas d'engagement. Et ça, c'est le gros problème qu'ont les managers. Pardon. Ça, c'est le gros problème qu'ont les managers, c'est d'arriver, là, mes collègues de managers, enfin, qui sont coachs, me disaient, il y a à peu près, dans les entreprises, 6% des collaborateurs qui sont engagés, qui répondent qu'ils sont engagés. Donc, ils ont un vrai problème avec l'engagement. Et ça, c'est un vrai problème aussi de nos nouvelles générations, comme tu nous l'as dit. Alors, on peut regarder, alors vous voyez, les compétences, eh bien, c'est assez simple parce qu'en général, elles montent au cours de la vie, hein, alors que la motivation et puis l'engagement, eh bien, lui, peut baisser. Et puis, comme tu nous l'as dit, Olivier, avec le nombre de burn-out qui augmente, eh bien, on voit bien que voilà, la motivation peut en souffrir. Et on voit bien aussi que l'engagement dans la société, je parle de société industrielle, hein, va varier avec les générations et au cours de notre vie, puisque maintenant aussi nos compétences et notre savoir-faire va varier énormément et on s'adapte bien plus aujourd'hui. Les nouvelles générations doivent s'adapter, contrairement aux boomers et aux X. Alors vous reconnaissez cette diapositive, vous voyez. Alors tu as rappelé voilà, que la nouvelle génération, la 2020, c'est l'alpha. Je ne sais pas pourquoi, j'avais entendu diamant quelque part, j'aimais bien. Mais je crois que c'est toi qui as raison, comme toujours. Et donc, voilà, on va passer dans l'alpha. Et l'alpha, c'est la réalisation, c'est se réaliser. Hein. Donc, tu l'as dit, nos jeunes, maintenant, il faut qu'ils fassent une césure. Donc, au bout de 2 ans, ils sont fatigués. Donc, on va prendre 1 an, ça ira mieux. Après, je ferai peut-être 6 mois. On repartira. Il faut que je fasse mon voyage autour du monde. Donc ça, c'est un point essentiel. Il faut qu'il y ait du sens. Alors ça, on ne peut pas le reprocher quand même. Il faut qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Hein. Donc ça, c'est essentiel. Et ça, je dirais que ce n'est pas nouveau, mais pour eux, très tôt, ils en sont conscients. Et il faut qu'il y ait du sens. Et puis, on va le voir aussi, il y a le mot intégration. Donc ça, on le voit bien aujourd'hui. On le voit bien, tu as parlé des Jeux Olympiques. Avec les Jeux Olympiques, les Paralympiques, hein, qui fait que voilà, nous manque notre pilier essentiel ce soir. L'intégration, c'est le mot-clé des générations actuelles. Alors, si on revient un petit peu en arrière, vous voyez qu'on suit, sans le savoir, on suit un peu le même schéma avec Olivier, mais je vous rappelle donc qu'au moment des X, eh bien, on travaillait sur le modèle de la pyramide de Maslow, avec les 5 besoins. Je vous rappelle que les 5 besoins, eh bien, les premiers besoins, c'est en tant qu'humain, on a des besoins, et donc les premiers besoins, c'est la survie. Ça, c'est toujours très important, et c'est toujours vrai, parce que je vous parlerai un peu plus du cerveau sur la fin de ma présentation. Notre cerveau est toujours codé comme il y a quelques millions d'années. Hein, c'est toujours inscrit dans notre cerveau, même si on a rajouté des couches et même si on a fait grossir notre préfrontal par rapport à nos ancêtres primates. Mais on est toujours contraint par notre survie et nos besoins physiologiques, donc nourriture, boisson, faim et sexe. Voilà, ça c'est nos 3, vous en êtes tous conscients, donc ne l'oublions pas. Après, il faut notre sécurité. Là aussi, on a beaucoup avancé. Notre société a beaucoup progressé sur la sécurité, à la fois physique et affective. Enfin, on pourrait se poser des questions parce qu'on est quand même dans des moments assez troublés et où le nombre de guerres est quand même important sur la planète. L'appartenance, amitié, amour, famille,
Donc voilà, donc au niveau des X, on était là, et puis avec les Y, eh bien, on commençait à passer, les X un petit peu quand même, à l'estime de soi, la confiance, le respect, c'est-à-dire l'épanouissement. Et le sommet de la pyramide de Maslow, eh bien, c'est la réalisation de soi. Et là, on va voir que on est, voilà, avec le management éthique d'aujourd'hui, on est, voilà, on est sur ce point 5, mais on va le dépasser. Alors justement, après nos X et nos Y, et puis maintenant nos Z, donc les milléniums, eh bien, qu'est-ce qui a changé? Voilà, je vais vous le redire un petit peu autrement. L'environnement, donc Olivier nous l'a déjà dit, bon, principalement les Z, c'est la connexion, c'est l'Internet, le virtuel, donc on devient multitâche, donc même des boomers, comme dit Olivier, il aime bien s'appeler boomer, moi je m'appelle X quand même si on n'a que quelques mois de différence. Donc on est multitâche, on est obligé d'être multitâche, nous on a dû s'adapter. Donc tout est plus rapide, donc on est plus superficiel, d'accord, moins de temps d'aller en profondeur, plus de liens, mais avec des liens un petit peu plus faibles. Donc on est beaucoup plus mobile, donc effectivement plus incertain. Et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier, parce que notre génération Z et nos grands-enfants, eh bien, bon, tout va bien, tout a l'air, voilà, on rigole, on a des nouveaux codes, on se parle bien et tout. En gros, tout va bien, la planète brûle, mais c'est sympa. Et le gros problème quand même aussi de cette génération, de notre génération, c'est l'individualisation. Donc même si on fait beaucoup de réseaux, même si on parle à beaucoup de gens, on est quand même dans l'individualisation. Et ça nous pose quand même des gros problèmes. Un autre point sur lequel je veux insister aussi, la mutation technologique, donc Internet pour l'appeler simplement, nous a fait passer donc dans une société de communication. Et moi je pense que les jeunes générations sont vraiment dans la communication, il n'y a pas que, il y a un monsieur là tout en haut de la France qui est très dans la communication, et pas dans la transmission. Et ça c'est quand même grave, ça il faut faire attention. Parce que là on reste dans un lien superficiel, on communique, mais on peut communiquer tout et parfois n'importe quoi. Donc cet environnement se complexifie, il faut s'y adapter. Et justement, le management éthique, le récent, eh bien, il va essayer de trouver une place à l'humain pour justement corriger ces nombreuses mutations et puis pour remettre de l'humain et se devenir plus humaniste. Alors, oula, là il y a eu bon, ben c'est pas grave. Ça, s'il y avait une jolie flèche de management, l'évolution des différents types de management qui ont évolué exactement comme avec les générations. Et aujourd'hui, donc, on était dans les années des générations X, on était sur du management de projet, vous vous souvenez, c'était bien, voilà, c'était à la mode. Ben ça a évolué et maintenant on est dans le management carrément personnalisé. On va descendre à la personnalité du collaborateur. Donc l'individualisation progressant, il faut prendre en compte les besoins de chaque collaborateur dans sa personnalité. Et ça, je le pense vraiment, il faut aller chercher la personnalité et je vous en parlerai un petit peu après. Les nouvelles technologies nous apportent aussi des nouvelles façons de travailler. Donc le changement de l'organisation, très clairement, bon, avec la Covid, on a augmenté notre temps de télétravail, mais avec l'intelligence artificielle aussi, aujourd'hui elle est partout, on ne le sent pas trop, mais demain on va le sentir un petit peu plus. Et donc les contributions aux enjeux sociaux et environnementaux. Alors on y arrive, voilà le management éthique. Donc le management éthique, vous voyez, par rapport au modèle de Maslow, à la pyramide de Maslow, eh bien on a rajouté 2 besoins, on a 7 besoins. Donc on retrouve la santé, on retrouve la sécurité, on retrouve le respect qu'on avait tout à l'heure, respect des êtres humains, de la planète, l'équilibre, le bien-être, surtout l'inclusion, qui est pour moi le point le plus important, l'inclusion de tous les êtres humains, de tous les êtres vivants, l'accès à la connaissance essentiel, donc ça nous paraissait aussi un peu évident pour les X et Y, mais ce n'est pas si évident que ça.
on a quand même un taux d'illettrisme qui est toujours important. Et puis, comme on l'a dit, bon, c'est la réalisation, se réaliser. Alors, je vous les ai remis ici, c'est 7 besoins universels, mais je passe rapidement. La santé, la vitalité, accès à une eau et une alimentation saine. Aujourd'hui, c'est grave ce qui se passe quand même sur la planète. Notre eau, elle est bonne à mettre à la poubelle. Je suis désolé d'annoncer les mauvaises nouvelles. Mais même les eaux que vous achetez en bouteille, vous savez qu'elles sont toutes polluées et pleines de nanoparticules. D'accord. Donc, on cherche le bon. On veut respecter et on doit respecter tout être humain, tout animal vivant, la planète. Donc, on veut respecter la vie et nous avec cette vie. Donc, on cherche le bien. Et puis, l'inclusion, qui est vraiment, je pense, le point nouveau. Et on veut changer les raisonnements pour des causes et des effets véritables. On cherche le vrai. Et ça, je pense que la nouvelle génération est vraiment dans ces codes-là. Alors pourquoi est-il essentiel d'avoir aujourd'hui donc un leader éthique? Pour plusieurs raisons sur le plan collectif et sur le plan personnel. Sur le plan collectif, le leader, le manager doit influencer ses collaborateurs en présentant un modèle de conduite du bien commun. D'accord ? Alors ce que je vous dis là, ça paraît un peu évident, mais encore faut-il l'appliquer et pouvoir l'appliquer. Créer une culture organisationnelle, ça on le voit quand même, ça a pas mal changé ces dernières années, favorisant la coopération, la motivation, la créativité, et renforcer la réputation et la légitimité de son organisation. Il faut aussi pour l'entreprise, il faut renforcer son image et puis sa réputation. Sur le plan personnel, eh bien, augmenter la crédibilité et la réputation du leader, donc en s'opposant à des pratiques contraires à l'éthique, comme le mensonge, la manipulation, la corruption ou l'abus de pouvoir. Être en accord avec lui-même, ça c'est très important. Les jeunes générations demandent des collaborateurs et des managers qui soient vraiment exemplaires. Et puis développer des relations de qualité avec ses collaborateurs basées sur la confiance, le respect et la loyauté. Voilà un petit peu les différents éléments. Je vais repasser. Alors là, je redétaillais un petit peu les éléments principaux. Mais je vais passer rapidement et vous parler un petit peu du cerveau qui est ma passion et ma spécialité, et des neurosciences. Vous savez tous ce que c'est que les neurosciences, c'est tout ce qui se passe autour du cerveau, toutes les recherches qui sont faites en sciences cognitives, en psychologie, etc. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que notre cerveau, c'est quand même la plus belle machine qui existe au monde, au monde au sens large, dans l'univers. C'est plus complexe que toutes nos planètes, c'est 100 milliards de neurones, 86 exactement, avec 10 000 synapses. Et donc là, nous tous, on a à peu près 1 million de milliards de connexions à la seconde. Donc ça fait quand même du travail. Vous n'avez pas l'air comme ça, vous êtes tranquille, mais ça boue là-dedans. Et donc, on commence à savoir beaucoup plus de choses. Alors, Olivier nous en a un petit peu parlé. Je vous rassure, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais je vais vous parler d'un système dont a parlé Olivier dans sa vidéo, le système de récompense. Système de récompense, c'est un des systèmes de notre cerveau qui est le plus important. Et il faut absolument en être conscient. Système de récompense, c'est un système qui est basé, Olivier nous en a parlé, qui est basé sur les neurotransmetteurs. La dopamine, on parle souvent de la dopamine, mais pas que. Il y a les 2 autres neurotransmetteurs qui sont les copains de la dopamine. Je vais vous en parler. Et ce réseau, il part des structures les plus anciennes de notre cerveau, l'amygdale, qui se trouve juste à côté des hippocampes, qui sont dans les lobes temporaux. L'amygdale, elle gère nos émotions. Vous savez que l'amygdale, elle est grosse comme ça. C'est une petite noisette et elle fait tout. Tout notre comportement est géré par cette petite noisette. Mais cette petite noisette, elle a des informations depuis des millions d'années. Donc elle a été quand même bien éduquée.
Et donc, et elle gère en particulier la peur. Et donc, notre système de récompense, il va être constitué d'un équilibre entre la souffrance et le plaisir, entre la peur et la récompense. Et donc, vous avez l'amygdale qui va plutôt gérer la peur. Donc, chaque fois qu'on va être agressé, qu'on va avoir peur, elle va envoyer des signaux. Et puis, on a, c'est quand même, il est parfaitement bien fait, ce cerveau. Hein. Ici, on a le noyau accumbens qui, lui, est le noyau du plaisir. Et donc, lui, il va s'exciter à chaque fois qu'on aura des bonnes nouvelles. Donc, quand vous allez recevoir des likes, alors ça va exciter l'amygdale, le noyau accumbens. Et puis, si vous manquez un petit peu de likes ou de j'aime, on dit des j'aime, eh bien, l'amygdale va dire « Oula, ça ne va plus là, il faut faire quelque chose ». Donc ça, c'est la peur de ne plus avoir de j'aime. Donc, vite, il faut envoyer quelque chose sur le réseau parce qu'autrement, ça ne va pas marcher. Donc, notre système est soumis constamment à notre environnement, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec la boisson, que ce soit avec le jeu, que ce soit avec l'amour. Voilà notre système de récompense qui constamment nous contrôle. Et donc, eh bien, pour être un petit peu heureux, il faut arriver à l'équilibrer entre plaisir et souffrance et arriver à exprimer son désir. Et ici, je pense au désir de Spinoza, bien sûr. Alors, tout ça, c'est géré par un autre neurotransmetteur, donc on envoie des signaux dans notre cerveau, qui va les envoyer au cortex préfrontal, en particulier à l'orbital ici, et puis au cortex singulaire antérieur qui est juste là. Donc pensez à votre cortex singulaire antérieur qui constamment vous dit « Oulala, est-ce que je vais faire ça? C'est bien, oui c'est pas bien ». Et c'est là qu'on va faire c'est là qu'on va essayer de bien se comporter et entre autres de faire l'éthique. Alors, on parle très souvent de la dopamine, ça c'est connu, mais en fait la dopamine, donc qui est vraiment, vous savez, qui est le neurotransmetteur du plaisir. Donc si vous mangez votre carré de chocolat le soir, un petit peu de dopamine, ça va tout de suite mieux. Mais cette dopamine, elle est équilibrée aussi par deux autres neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et la noradrénaline. Tous les trois sont produits par des structures, vous voyez, très profondes. Ici, dans le tronc cérébral, vous savez que le tronc cérébral, c'est celui qui dirige nos fonctions végétatives. Hein, c'est tout automatique, c'est tout intégré. C'est une super machine qui marche depuis des millions d'années. Et donc, voilà. Et donc, qui va créer ces neurotransmetteurs. Alors, si on manque un petit peu de l'un ou de l'autre, eh bien, ça commence à dysfonctionner. Et l'équilibre entre ces trois va être essentiel. Vous voyez ici, je vous ai parlé de 86 milliards de neurones au total dans le cerveau. Il n'y en a que 100 000 pour le système de récompense. Et c'est ces 100 000 qui nous font tout faire. Hein. Donc, c'est ces 100 000 qui vont contrôler notre comportement. Je vous passe ici des détails. Voilà, alors vous retrouvez un petit peu les communications justement de la dopamine et les transferts de dopamine à travers les différentes structures du cerveau, mais je ne vous en pète pas trop. Mais c'est elle qui va être quand même à la base de la motivation. Hein. Toute motivation et tout engagement eh bien, va résulter, notre attention, notre planification va être faite dans notre cortex préfrontal et va venir si on a ce bon équilibre du système de récompense. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails de ces trois neurotransmetteurs. Je vous donne juste cette dernière image sur le cerveau. Il y a aussi une autre chose, vous savez que donc, ma spécialité avec Claude, c'est l'imagerie. Et en imagerie, en IRM fonctionnelle de repos, on a découvert, donc c'est venu ça aussi dans les années 90, plutôt 2000, hein, dans les années 2000. Notre cerveau, alors je vous ai dit, il est contrôlé par notre système de récompense, mais par l'ensemble de tout un tas de systèmes. Mais il y a trois grandes autoroutes. Il y en a une qu'on appelle le mode par défaut. En anglais, c'est default mode, network, le réseau, le mode par défaut. Il allume, il fonctionne. Celui-là, il est interne et il fonctionne quand on n'a pas de stimulation, quand on est au repos. Et ce mode par défaut est très important et ça, c'est ce qu'on dit à nos jeunes.
ils sont toujours stimulés aujourd'hui, donc ce mode par défaut ne fonctionne pas. Il n'est pas stimulé. Lui, il faut qu'il soit stimulé si on n'est pas stimulé. D'accord ? Et il est en opposition avec le mode qu'on appelle en anglais le réseau central exécutif, qui lui est stimulé chaque fois qu'on a des stimulations externes. Donc si on est toujours stimulé, si on n'est jamais au repos, mais le sommeil ne compte pas, parce que le sommeil, c'est le sommeil. D'accord ? Donc il faut qu'on soit en éveil et tranquille. Si on est en éveil et tranquille, on fait fonctionner notre mode par défaut. Et ça, c'est notre mode de l'imagination, c'est notre mode de la création. Donc si on n'a plus le temps pour faire fonctionner ce mode, eh bien, donc vous savez que quand on ne fait pas fonctionner nos neurones, on les perd. Hein, d'accord ? Donc on perd des neurones tous les jours, on en crée aussi tous les jours. Mais si on ne fait pas fonctionner, ce réseau diminue. Donc, au profit de ce réseau exécutif, et lui qui va être surstimulé. Donc c'est là qu'on a un gros souci avec notre société actuelle. Et entre les deux, on a un chef de gare et qui s'appelle le réseau de salience et qui va orienter soit sur le réseau par défaut, au repos, soit sur le réseau exécutif. Et lui, il est toujours en éveil et il est très lié au réseau émotionnel. Et dès qu'il reçoit des informations, dès qu'il voilà, paf, il nous réveille, il nous dit attention, il se passe quelque chose, etc. Voilà. Donc je vais terminer sur cette image de notre cerveau et notre conclusion. Donc notre manager éthique, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, c'est un humaniste qui intègre, qui transmet nos besoins humains et qui induit un nouveau comportement par l'exemplarité. Donc donner et recevoir le meilleur, à la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Et puis, où je pense qu'on peut encore creuser un petit peu, et là, avec l'aide des neurosciences, eh bien, il faut aller quand même chercher des atouts et des informations en psychologie et en neurosciences. Ce n'est pas à Olivier que je vais dire ça. Voilà, je vous remercie. Bon, maintenant, l'idée, c'est de voir si ça vous a vraiment complètement agité les neurones, retourné les neurones vis-à-vis de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre façon de manager. Et donc, la session questions est ouverte. Alors, qui démarre pour les questions ? Alors, je vais commencer. T'es là pour ça, hein ? Je suis là pour ça. En fait, on a vu qu'il y avait une évolution dans nos générations en fonction des dates de naissance, plus ou moins. Moi, je me demande si ce n'est pas la même chose au niveau géographique. Si ce n'est pas une des causes de nos soucis. C'est que nos sociétés n'ont pas évolué à la même vitesse, elles sont assez différentes les unes des autres. Probablement, on a peut-être une difficulté à se comprendre, à se parler d'un point à l'autre de la planète. C'est peut-être générateur d'incompréhension et de conflit simplement à cause de ça. Et je me posais la question de savoir s'il y avait une réflexion dans ce domaine aussi, au niveau des gens qui essayent de faire fonctionner les choses le mieux possible sur notre planète. Merci, ouais, c'est une très bonne question. Et il y a 20 ans, c'était une évidence. Et par exemple, le modèle de l'adolescence, qui est un modèle où il faut que ça change, il faut que ça bouge, c'est un moment où ça bouge beaucoup. On a vu une différence terrible entre les sociétés occidentales, où l'adolescence est très présente et très compliquée, et les sociétés en Asie ou en Afrique, où il y a encore des sociétés où l'adolescence n'existe pas. Et où tu as, à un moment donné, un rituel guerrier, plus souvent, avec des scarifications, c'est assez intéressant, et tu deviens adulte. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Qu'est-ce qui se passait ? Parce que on va y revenir là-dessus, mais qu'est-ce qui se passait ? Ils n'ont pas de problème d'adolescence comme on a nous. Le but des jeunes, c'est de reproduire à l'identique le modèle des adultes, et donc tu n'as pas de souci. Sauf que ce sont des sociétés tout à fait respectueuses, on a presque envie d'aller y vivre, tellement c'est serein et c'est safe, mais qui n'évoluent pas. Et que finalement, la société, le modèle adolescent compliqué, c'est eux qui font bouger les choses. Et plus que jamais, avec les générations Y, les générations Z, ça fait des choses qu'on ne savait pas. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a 20 ans, c'était une évidence. Et alors, de plus en plus, ou de moins en moins, ça se voit. C'est-à-dire que Internet a totalement unifié les problèmes. Et quand on a la chance de bouger, d'aller faire la conférence aussi bien en Afrique du Nord qu'en Asie ou ailleurs, et là tu vois les gamins qui ont les mêmes codes, qui s'habillent de la même façon, qui ont les mêmes revendications.
Donc oui, il y a encore une différence. Le modèle qu'on a présenté tous les deux, c'est un modèle qui est très occidental, mais qui a tendance maintenant à s'uniformiser. Il y en a certains qui étaient là au réseau Mère Enfants de la francophonie en Afrique du Nord, à Rabat. Et quand j'ai fait la conférence temps l'école, ils ont les mêmes problèmes maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ou 30 ans, parce que voilà, ils sont soumis aux mêmes stimulations, si tu veux, musicales, tout ce qu'on évoquait sur les générations, musicales, géopolitiques, etc. Je peux rajouter ma petite anecdote. Moi, c'est exactement, on a remarqué ça donc, il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Et j'adorais justement avoir des étudiants d'autres pays, parce que justement, ce n'était pas des Y, c'était des X. Donc, je les trouvais parfaits. Ah oui. Mais maintenant, ils sont Y. Ben oui. Ben voilà. Oui, je vais juste rebondir à partir de la question que nous éclose d'Hermèche. En fait, ça rejoint aussi la question du rapport au temps. Finalement, il y a 30 ou 40 ans de ça, on parlait encore finalement de cultures qui avaient un rapport au temps circulaire pour le pays et des personnes qui restaient finalement encore ancrées avec le rapport à la nature finalement et aux saisons. Et on venait d'opposer à une temporalité plus linéaire. Mais au final, cette dimension générationnelle, elle pourrait finalement être appréhendée comme une véritable révolution si on prend ce mot révolution au sens strict du mot du temps et du rapport au temps. Donc ça aussi, finalement, ça soulève des problématiques éthiques qu'on peut retrouver à partir des trois dimensions du temps que peuvent être le kairos, le chronos et l'aion, et où l'aion, qui est ce rapport finalement temporel rapproché à la nature et au monde environnant, tend à disparaître, à s'amoindrir et à nous couper du monde, en quelque sorte, et du lien avec la nature. Tout à fait. Le rapport au temps a changé. C'est-à-dire que Internet est venu concasser le temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus à attendre. Et ils ont appris, les YOLO, ils ont appris, quand ils veulent quelque chose, d'appuyer sur un bouton, ils l'ont tout de suite. Donc le rapport au temps n'est un peu plus la même. Et c'est exactement ce que disait Simon Sinek, qui dit il faut leur apprendre patience, il faut leur apprendre à attendre. Et ils ne savent plus attendre. Ce matin, j'assistais à la formation dans mon service, quelqu'un qui a fait un truc remarquable sur les addictions. Et les addictions, c'est ça, c'est je ne peux pas, quand je souffre, il faut que je m'apaise tout de suite. C'est pour ça qu'on a une explosion des produits addictifs ou des addictions même sans produits avec les écrans, etc. J'avais une question sur les HPI. Est-ce que ça correspond à une réalité entre guillemets scientifique? Est-ce qu'il y a une explosion réelle du nombre d'HPI ou simplement une explosion du nombre de diagnostics ou de gens qui se pensent HPI? Comment vous voyez les choses? C'est un domaine qu'on ne connaît pas trop. Non. Non. Je ne peux pas répondre. Il faut qu'on appelle. On n'a pas d'avis. Non, vous allez répondre. C'est une question naïve ou pas? Non, mais vous savez qu'on a écrit un livre tous les deux sur les HPI et sur la. Voilà, donc voilà. Il va Donc c'est naïf. On a fait la première expérimentation mondiale. On a fait la première expérimentation mondiale sur l'IRM fonctionnel grâce à Dominique, et on a mis dans l'IRM fonctionnel une population d'enfants HPI, 30 enfants HPI, et puis une population d'enfants standards. On leur a posé, c'est un protocole qu'on a mis longtemps tous les trois avec Fanny Nussbaum à mettre en place, et on leur a posé les mêmes tâches, et on a regardé comment le cerveau traitait les informations. Et donc, on peut répondre à une première partie de votre question. D'abord, moi je peux y répondre, puisque ça fait 30 ans que je m'intéresse aux HPI et que j'étais le premier à en parler, et qu'on est effectivement un peu attaqué actuellement parce qu'il y a un HPI bashing, pour différentes raisons, parce qu'il y a trop de parents qui voudraient que leur gamin soit HPI d'une part, et puis parce qu'il y a la série HPI qui a donné une autre image du HPI, pas la vraie image, que j'adore cette série, mais l'actrice elle est hyperactive, hystérique, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas HPI. Bon, les HPI, moi je les vois, je les soigne, je les ai vus grandir, il y en a vu que j'ai vu malheureusement très en perdition. Donc oui, bien sûr, pour répondre à une partie de votre question, c'est une réalité. C'est une réalité, et devenus adultes, ils le racontent, et c'est assez intéressant de voir leur cheminement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'étude qu'on a faite grâce à Dominique, où non seulement on les a passés dans l'IRM, mais on s'est intéressé à deux catégories d'HPI, ceux qui avaient le haut potentiel homogène,
en gros, la louche, ceux qui avaient le QI verbal au-dessus de 130 et le QI non verbal au-dessus de 130, donc ils sont bons de partout, donc ils ne posent pas de problème, donc ils sont asymptomatiques. Donc on ne sait même pas au départ qu'ils sont HPI, on l'a trouvé parce que c'était les frères et sœurs d'HPI qui étaient en difficulté, et on a comparé la façon de traiter l'information avec les HPI hétérogènes, qui ont 140 en verbal et puis qui ont 90, qui est la norme, en non verbal. Et on s'est rendu compte, c'est assez incroyable, et je vous promets, si vous n'avez pas lu les philo cognitifs, tous les gens qui l'ont lu disent « mais c'est incroyable ». On se retrouve parfaitement là-dedans, dans ces deux catégories d'HPI. Donc non seulement, pour répondre à votre question, mais je laisserai quand même la parole à Dominique, c'est lui qui a interprété les images, non seulement ça existe, mais ça existe de façon plus subtile que ce qu'on imaginait, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons d'être HPI, en particulier les HPI homogènes et les HPI hétérogènes, qui n'ont pas du tout la même façon de vivre leur haut potentiel, et là encore, il faut vraiment s'y adapter. Oui, juste un petit point, justement, dans notre livre, les phylocognitifs, on les a les homogènes et les hétérogènes. Donc, les HPI, c'est quand même, enfin, Olivier, c'est mieux que moi depuis 40 ans, ça a quand même existé, et le test du QI, c'est un test qui fonctionne très très bien. Moi, au début, en bon scientifique physicien, je ne voulais pas y croire, et puis après, voilà, c'est un excellent test qui est travaillé depuis des années, et que les psychologues travaillent, et qui donne donc ces résultats, et qui mettent en évidence donc ces différences de... Donc, ce n'est pas un test parfait, il mesure, comme disait Binet, mes tests mesurent ce qu'ils mesurent. Voilà. Ça ne mesure pas l'intelligence parfaite, on ne sait pas ce que c'est l'intelligence, voilà, hein. Mais ça donne quand même des informations qui sont reproductibles. Et donc, nous, par imagerie, donc, on a montré des différences justement entre des enfants, donc ils avaient à peu près autour de 10 ans en moyenne, 10-11 ans de moyenne, donc deux QI différents et surtout deux comportements différents et qu'on appelle soit avec des QI homogènes et hétérogènes et qu'on a appelé dans le livre les complexes et les laminaires. Et donc on a montré qu'on avait sur la constitution de leur cerveau et sur le fonctionnement de leur cerveau, on a montré des différences et on a été dans les premiers, en France on a été les premiers à faire cette étude. Au niveau international, il y a d'autres études et ces résultats ont été confirmés par d'autres études internationales. Donc maintenant, il y a à peu près plus d'une trentaine ou une quarantaine de publications internationales faites par des groupes, des très gros groupes internationaux. Donc voilà, après il y a la notion qui est un peu plus polémique, savoir si ça augmente, etc. Bon, ça c'est compliqué à savoir. Mais il y a bien sûr, il y a cette... Ça, c'est l'effet sociétal qui transforme ces choses-là. Bon, ça, on s'y intéresse pas trop. C'est le bruit sur la... Voilà. Il y a des choses qui sont bien difficiles, difficiles pour ces enfants. Et ça, c'est ça. Juste pour résumer, après on va y passer la soirée si vous lancez là-dessus. Ouais. Les HPI homogènes, autour de vous, vous en avez. C'est intéressant votre question parce que manager les HPI, c'est pas très simple. En tant que cadre, ou en tant que prof, ou en tant que parent. Sauf si vous managez... Oui. Oui. Homogène, ça veut dire que le QI, un QI normal, c'est 90. On parle de HPI à partir de 130. Mais dans le QI, il y a des épreuves verbales, des épreuves non verbales, des épreuves attentionnelles. Quand le gamin il a le QI de 130 en verbal, non verbal, attentionnel, il est homogène. De partout, il est bon. Il y a 130 partout. 130 de partout. Et ceux-là, eh bien, ils sont faciles à manager. Ils s'adaptent. Ils passent leur temps à essayer de comprendre comment il faut s'adapter. Ils n'ont pas de problème. Ils ont une bonne estime d'eux-mêmes. Et finalement, c'est des collaborateurs extrêmement précieux pour des cadres ou pour des chefs de service. Celui qui a un QI hétérogène, 130 ou 140 en verbal, en général c'est ça, et puis 80-90 en non-verbal, eh bien, il n'a pas du tout la même estime de lui, parce qu'il y a des tas de trucs qu'il n'arrive pas à faire. Et il va passer son temps à essayer de prouver à l'autre que c'est lui qui a raison. Et manager un HPI hétérogène, avec cette différence de QI, c'est très compliqué. Et pourtant, c'est une richesse. Et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant par rapport à éthique et management. C'est-à-dire qu'il faut arriver à repérer le potentiel de nos jeunes collaborateurs et s'y adapter. Et ce que nous propose Dominique, c'est arriver à faire à un moment donné de la neuroéducation. C'est-à-dire de pouvoir enseigner, de pouvoir manager quelqu'un en fonction de son fonctionnement.
Et à ce moment-là, on évite les malentendus. Vous auriez pu poser la même question pour un autre sujet qu'on connaît bien tous les deux aussi, c'est le TDAH, les enfants agités. Pareil, il n'y en a pas plus qu'avant, mais on les repère plus qu'avant. Et quand on sait qu'on a un TDAH dans l'entreprise ou dans un service, eh bien, on va voir d'abord que le côté obscur, c'est-à-dire la partie émergée des choses, c'est-à-dire qu'il oublie les trucs, il est toujours en retard, il planifie rien, et on ne va pas voir toute la partie positive du TDAH, c'est-à-dire qu'il est créatif, empathique, chaleureux, et plein motivé. de bonnes idées. Et motivé. Et motivé. Et motivé. Et motivé si on ne le démotive pas. Si on ne le démotive pas. S'il a beaucoup de dopamine, là, le TDAH. Vous avez parlé tous les deux du management des jeunes générations par les moins jeunes, on va dire comme ça, mais quid du management des jeunes générations qui sont sur le marché aujourd'hui? Est-ce qu'on a un recul? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut transférer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, complètement différentes, eu égard au fait qu'ils ont vécu d'autres choses eux-mêmes et maintenant? Tu parles des jeunes managers. Les jeunes managers, ah oui, c'est intéressant. Vas-y. Ben, on les connaît pas, nous, les jeunes managers. Mais il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Mais non, je sais pas. Je pense qu'ils sont vraiment dans l'horizontalité, dans leur façon de manager, parce qu'ils ont grandi comme ça. Et on le voit bien, dès qu'on voit une émission à la télé sur des startups, on voit très bien comment ils fonctionnent. Cette espèce leur bureau, c'est une espèce d'open space. Il y a un petit panneau de basket où ils jettent les boulettes de papier dedans. Enfin, il y a un climat qui n'est pas du tout le même. Et ça, c'est assez rafraîchissant. Et ils veulent aussi prendre du plaisir aussi dans leur travail, qu'on reconnaisse que le travail n'est pas qu'une source de désagrément. Comme nous on a grandi, nos parents nous disaient il faut en baver, il faut que ce soit compliqué, c'est normal que tu souffres. Et eux, ils ne sont pas du tout dans ce truc-là. Et je vois bien dans les jeunes entreprises bien comment ils fonctionnent. C'est différent. Mais je crois que oui, le manager éthique, comme je l'ai décrit, il existe aujourd'hui. Et ces jeunes-là, ils sont dans ce comportement. Ouais. Moi, ce que je m'interroge, c'est par rapport au manager, parce qu'on voit bien à l'hôpital ou dans toutes les institutions qu'eux aussi vont se retrouver en souffrance justement dans ce rôle qui est complexe, qui est la fonction hiérarchique finalement elle est facile, la fonction transversale elle est beaucoup plus complexe, chronophage. Et qu'est-ce que vous en avez observé, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On n'a qu'un micro. Lequel, celui-là? Ouais, celui-là, il marche. C'est bien. Vas-y. Oui, bien sûr que c'est compliqué. Et je pense que ça n'a jamais été autant. Moi, j'étais scotché par les chiffres de l'étude du JAMA sur le mal-être des chefs de service. Et je pense que pour les cadres, et moi qui ai rencontré beaucoup de cadres dans ma carrière, au moins une dizaine, depuis que j'étais chef de clinique, eh bien, c'est de plus en plus compliqué, et surtout des cadres qui sont coincés aussi, je pense aux cadres infirmiers, qui sont coincés entre les médecins, l'administration et les jeunes générations. Moi, je suis beaucoup de respect quand même pour le fonctionnement des cadres, et je pense qu'il faut l'entendre. Et je passe mon temps, j'aime bien la conf que je fais là, je décline aussi pour les plus jeunes, uniquement pour les plus jeunes. Je peux vous dire la vérité, au début, je ne faisais pas le malin, et quand je parlais aux internes, ou quand je parlais dans les écoles d'infirmières, je me suis dit, ils vont tous me tomber dessus en disant, de quoi vous parlez? Je vous promets que c'est les premiers, à la fin des conférences, de dire, oui, enfin, 1, on s'est reconnu, 2, on a compris pourquoi nos managers étaient comme ça avec nous. Et ça me permet de leur glisser quand même 2-3 trucs. Au lieu de faire les malins, les cliquer des plages, dire tout le temps au manager qui veut faire un truc, ok boomer, est-ce que de temps en temps, ça serait possible que vous lui disiez, vous intéressiez un peu à lui et lui dire, are you sure you're ok boomer? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez bien? Et à partir du moment où on renverse le truc comme ça et qu'on leur dit, vous ne pouvez pas leur reprocher tout le temps, parce qu'ils nous reprochent ça, honnêtement. Même nos enfants, ils nous reprochent implicitement. Vous ne pouvez pas leur reprocher tout le temps, vous avez eu une vie facile, vous avez pu acheter vos apparts, vous avez pu faire vos études comme vous vouliez, et ils ont raison. Quand vous regardez, nous on était interne en médecine et que notre location c'était 10% de notre paye, et que maintenant les jeunes infirmières ou les internes c'est la moitié de leur paye, on comprend qu'ils ont une certaine amertume par rapport à ça. Mais
c'est pas pour ça qu'on va bien en tant que manager. Et il faut qu'ils comprennent aussi que les managers ont leurs difficultés. Moi, je passe beaucoup de temps à leur expliquer ça. Moi, je me demandais si on ne pouvait pas, en fait, c'est un peu clivant ce côté générationnel selon l'année de naissance, là. Est-ce qu'il n'y a pas des ponts un petit peu entre tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas finalement imaginer qu'on naisse dans une catégorie puis qu'on meurt dans une autre, en fait, parce que on est quand même, ça se passe quand même parfois aussi très bien entre nous tous. Mais oui, c'est très intéressant ça. Bien sûr qu'à partir du moment où on comprend, parce que dans chaque génération, vous l'avez vu, il n'y a pas une génération qui est mieux que l'autre. Chaque génération a des points forts et des points faibles. Si on arrivait, comme font la génération que j'appelais les divergents, les cas, là, ceux qui sont nés entre 95 et 2000, eh bien, le but, c'est d'arriver à prendre à chaque génération ce qu'elle a de bien. Et j'en ai, moi. Et j'ai des internes, des Y. On en bave un peu avec les Y, nous, de temps en temps. Mais au milieu des Y, de temps en temps, j'ai un Y prime. Un Y prime, il y en a un ici, il va se reconnaître. Il y a un Y prime, il est motivé, il est intéressé. On lui demande de rester jusqu'à 20h, 21h. À condition qu'on est intéressé, il reste. Et là, on arrive à... C'est ça la mission du manager. Arriver à donner à une génération qui est plus jeune et qui n'a pas forcément les mêmes codes, l'envie de fonctionner comme nous. Et il y a les Y prime, il y a les Y D prime, ils ne sont pas du tout pareils. C'est-à-dire qu'eux, ils n'écoutent pas notre intérêt. Donc oui, on peut très bien non pas changer de génération, parce que ça peut paraître un peu réducteur, mais c'est encore pire que ça. Est-ce que vous n'avez pas entendu vos enfants ou vos jeunes collaborateurs dire un truc qui est dingue? C'est, bah oui, lui c'est normal, c'est un 2000. Et moi je suis en 2001. C'est-à-dire que ça va tellement vite que les gamins, même au collège et au lycée, hein, oh là là, on en a marre des 2012, là c'est insupportable. C'est-à-dire que les générations vont tellement vite que ça change d'année en année. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à repérer ce qui est bien chez les uns et chez les autres et de prendre juste le meilleur. Je vais faire une petite blague. Ouais. Donc moi j'aime bien les primes. Donc il y a les X primes, il y a les Y primes. Donc bien sûr, on met toujours dans des boîtes, vous savez, pour en classifier un petit peu, pour simplifier le discours. Et c'est pareil pour les HP. On les a mis dans 2 boîtes, mais c'est pareil. Il y en a qui sont, comme on dit, qui sont à 80% homogènes et puis 20% hétérogènes, etc. Donc il faut toujours prendre avec des pincettes ces petites boîtes. Mais c'est vrai que quand même, quand on a un Y' qui reste le soir, qui est HP, complexe et qui bosse avec vous, là, c'est le bonheur, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et j'ai une question qui est entre ce que vous disiez, c'est à l'hôpital finalement on est resté sur quelque chose de hiérarchique, de très descendant, où les boomers ou la génération X est au pouvoir, entre guillemets, en tout cas les managers. Est-ce que l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut pour que l'hôpital remette en question ce management? Ou la question peut-être un peu plus large, c'est est-ce qu'un manager c'est toujours une seule personne? Est-ce que c'est toujours une seule personne de ces générations? Pourquoi ça reste comme ça si justement les managers souffrent de cette situation et de ce fonctionnement? Pour moi, il y a une vraie prise de conscience de la gouvernance de l'hôpital, un peu tardive, je vous dis la vérité. Mais par exemple, ce type de conférence, on m'a demandé de le faire, peut-être certains d'entre vous l'ont vu en webinaire, et ça a eu beaucoup de succès, simplement parce que, par méconnaissance, c'est-à-dire que mes confrères continuent, les gens de ma génération continuent parfois à avoir ce mode descendant, vertical, etc. Et quand on leur explique qu'il faut, c'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut fonctionner différemment, sinon il y a un malentendu qui est gigantesque, ça marche. Donc il y a vraiment une prise de conscience, mais qui à mon avis est arrivée un peu tardivement, mais qui est nécessaire. Et pourquoi elle est arrivée tardivement? Parce qu'il a fallu attendre ce qu'on dit depuis quelques années à la CME. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive plus à mobiliser, à garder les jeunes à l'hôpital? Que ce soit au niveau des infirmières, des paramèdes et des médecins. Pourquoi les pépites partent? Comment faire pour garder nos pépites? Et c'est là qu'on s'est rendu compte que justement, c'était parce qu'il y en a qui ne supportaient pas ce fonctionnement, qui donnait l'impression qu'on était complètement à part dans la société, que la société avait changé et que des grosses structures comme l'hôpital ne s'étaient pas adaptées. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est un vrai travail de réflexion. Et il faut le faire maintenant parce que sinon, on va dans le mur. Et je vous rassure parce que travaillant avec mes managers,
Dans l'entreprise, c'est pareil. Il y a encore des entreprises. Alors l'entreprise, vous allez me dire, bah, c'est le patron, c'est son entreprise. Bon, s'il ne fait pas bien, c'est son problème, il va couler. Bon, voilà. Mais il y a encore, ils ont beaucoup de mal, les coachs de managers, avec des entreprises et des entrepreneurs qui sont encore voilà, des boomers et qui sont parfaitement verticaux et qui disent c'est comme ça, c'est pas autrement aujourd'hui. Donc ils essayent de faire passer un peu le message aussi, qu'il faut changer un petit peu ça et s'adapter. Oui, pour que ça ne soit pas trop théorique, je vous donne un exemple simplement. Moi je suis persuadé que ce qui marche actuellement, c'est on ne peut plus faire des cours descendants, ils les ont sur Internet bien mieux que ce qu'on pourrait faire. Et que ce qu'on va leur dire, c'est peut-être déjà désuet, et ils me disent dans les staffs, je leur dis, il y a un interne qui me dit est-ce qu'on peut associer le séroplex avec le Roaccutane, il a de l'acné, je donne un exemple comme ça, je dis oui, et il y en a un qui veut me dire, ben, il y a un article qui vient de sortir, je dis mais moi j'en ai vu un la semaine dernière, oui mais il est sorti cette nuit en Caroline du Sud, donc ils ont accès à ça. Bon. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on ne doit plus faire uniquement du descendant, et on doit faire du compagnonnage. Ce qu'ils veulent voir, les internes, c'est comment on parle, parce que ça, ils n'ont pas sur Internet. Comment on parle aux patients, comment on aborde les idées suicidaires, comment on aborde la sexualité, le choix de genre, etc. Bon. Et puis, donc déjà ça, compagnonnage. Et si on a en plus l'humilité, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains de mes confrères, mais si on a l'humilité de demander l'avis aux gamins, et il y en a qui sont ici, qui assistent à mes staffs, ils savent très bien que, aux synthèses, je m'adresse toujours aux internes, je leur dis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as lu quelque chose? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux aller voir plus rapidement que moi sur ChatGPT la réponse à ça? Et le fait même qu'on reconnaisse leur aisance, leur agilité au niveau technologique et qu'on puisse leur demander leur avis, ça change tout le regard qu'ils portent sur nous. Deuxième chose, puisqu'on est dans les détails pratiques, la génération Z, en particulier elle, a un rapport décomplexé à l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris par essai-erreur sur les jeux vidéo. Ils ont joué à Fortnite, ils se sont plantés, ils ont rejoué, ils se sont plantés. Ils essayent, ils se plantent. Ce qui veut dire que quand on leur dit fais comme ça et pas autrement, tant qu'ils n'ont pas essayé, qu'ils ne se sont pas plantés, eh bien, ils ne vont pas nous écouter. Par contre, quand ils se sont plantés, ils vont nous écouter. En revanche, ça veut dire que puisqu'ils ont un rapport décomplexé à l'erreur, il faut que leur manager leur montre qu'on a compris ce code. Et moi, mon patron, quand je lui posais une question et que je lui disais à l'époque, alors c'était l'aldol, est-ce qu'on peut associer l'aldol et le Prozac venait de sortir, à tous les coups, le gars, il me disait, oui, je vais vous dire. Et puis il se tirait, je savais qu'il allait voir le Vidal derrière, et qu'il revenait me voir et qu'il me disait, qu'est-ce que vous aviez demandé? Voilà, bien sûr, on peut. Ça, c'est terminé. Et quand les internes me demandent quelque chose, je les regarde dans les yeux, je leur dis, ça, je suis désolé, je ne sais pas. Et là, je vois les gamins, le sourire. Mon patron, il est au bord de la retraite, il est capable de me dire qu'il ne sait pas, respect. Mais ça veut dire aussi, comme corollaire, que le jour où je leur dis, ça j'en suis sûr, c'est qu'on en est sûr. Et ça c'est nouveau. Jamais, au siècle dernier, nos patrons fonctionnaient comme ça. Rapport décomplexé à l'erreur. Il faut s'adresser à eux directement. Hein, il ne faut pas passer par des trucs. Il faut éviter le paternalisme, c'est terminé ça. Il faut comprendre qu'ils ont besoin de projets de vie et s'intéresser à leur vie. Vous avez vu, j'ai dit rapidement, mais dans le leadership, le servant leadership, on doit s'intéresser aussi à sa vie. Il n'y a pas que, je ne suis pas là que pour t'apprendre des trucs. Est-ce que ça te dirait, si je t'envoie dans un congrès à l'étranger, qu'est-ce que tu aimerais voir comme pays? Enfin, le mec, mon patron, il s'intéresse aussi à ce qui m'intéresse. Voilà. Si on ne fait pas ça, ça fonctionne. Oui, je vous remercie pour vos conférences. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et, Vous êtes déçu? je suis donc X, voilà, bien marqué, et j'ai bien appris le respect, etc. Et j'ai l'impression que ces dernières générations, en fait, se positionnent, enfin, tel que vous l'avez présenté, en victimes, et que ces victimes, elles sont toujours dans l'attente qu'on leur apporte quelque chose. Je veux dire, à l'inverse, alors je pense que les X doivent se sentir très coupables d'avoir été une génération la plus gâtée de l'humanité de tous les temps. Mais je veux dire, qu'est-ce que le leader attend des personnes en échange, en retour ou en échange? Parce que moi, je m'étais occupée d'enfants victimes en Colombie.
victime d'abus. On était parti tout un groupe et en fait c'était des puits sans fond parce qu'ils nous demandaient tout le temps quelque chose. Et la personne responsable du centre a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour leur demander, enfin en échange, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner. Et moi j'avais apporté un gros paquet de perles là, de chez Ikea et on a passé une journée, il y avait 28 enfants, 28 encadrants à enfiler des perles, à faire des colliers, des bracelets, etc. Et moi les petites filles qui m'ont donné des bracelets ont passé les derniers jours sans arrêt à chercher, voir si j'avais bien gardé leur bracelet. Donc je pense que ces personnes, elles ont vraiment besoin de reconnaissance. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a plein, Olivier. Sens, donner du sens à ce que tu fais et reconnaissance. Et ça, c'était ce qui manquait quand même au siècle dernier. Maintenant, on ne peut pas s'en passer. Alors moi, la première remarque, c'est que je vous incite à aller voir des entreprises parce qu'il y a beaucoup à faire. Et votre discours de manager éthique est passionnant. Mais on est loin de tout ça dans certaines entreprises. Donc voilà, je ne parle pas des entreprises start-up, je parle des autres. Et ces entreprises recrutent des jeunes qui justement ont une autre idéal. Si je puis dire idéal, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc là, je vous incite vraiment, y compris dans les multinationales, évidemment, qui sont plus traditionnalistes. Maintenant, je me posais une deuxième question. Ce modèle que vous présentez, mais si je suis au cœur de l'Afrique avec une ONG perdue ou en Amazonie, que fais-je? Voilà. Que faire, c'est-à-dire comment je peux appliquer quelque chose? J'ai pas Internet, je sais pas, ou si je l'ai, ça va marcher, ne plus marcher. Donc voilà, je me pose cette question. Et pourtant, l'invasion technique, entre guillemets, se généralise. Mais il y a encore des parties du monde. Je pense à cette cassure, en fait, entre deux mondes. C'est exactement une bonne question. Si vous avez encore des endroits qui ont été préservés d'Internet et qui n'ont pas accès à tout ce qui a changé dans la société, vous n'aurez pas de problème avec les plus jeunes. Parce qu'ils sont dans l'écoute. Ils sont dans l'écoute et ils sont dans la nécessité de reproduction du modèle adulte. C'est vrai que c'était un modèle qui est intéressant, mais ça explique aussi pourquoi ça n'a pas assez bougé. Mais c'est tout à fait respectable. Oui, j'ai une interrogation en tant que manager. Il se développe pour les jeunes de plus en plus les formations en alternance. Et quand ils arrivent dans une unité, on les confie à un tuteur qui souvent n'est pas du tout de la même génération qu'eux. C'est quelqu'un qui a des compétences, de l'expérience, etc. mais qui n'est pas du tout sur le même mode de fonctionnement. Comment gérer ça en tant que manager éthique? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'il faut qu'on confie ces jeunes à des tuteurs qui ont le même âge qu'eux? C'est compliqué à gérer en pratique. Alors oui, après il y a une question de personnalité. Hein. Il y a des tuteurs qui peuvent être de la génération X et baby boomers et qui vont être tout à fait ajustés et capables de s'ajuster. Moi, je vais vous dire, j'ai une excellente expérience de l'alternance et j'adore ça. Et je trouve que les nouvelles générations, c'est ce qu'ils demandent. Parce que le tuteur, il va leur montrer comment il faut faire. Il ne leur fera pas de cours. Après, je pense que s'il a décidé d'être tuteur, c'est qu'il a aussi une fibre d'enseignement et qu'il a envie de communiquer et de transmettre. Donc moi, honnêtement, j'en rencontre souvent. Le dernier gamin que j'ai vu tout à l'heure avant de venir, justement, dans la gendarmerie, il m'a dit « Je ne supporte absolument pas la hiérarchie avec les gendarmes, mais j'ai un tuteur qui s'occupe de moi, et c'est lui qui me permet de rester dans cette entreprise-là. » Donc le tutorat, dans toutes les formes, hein, ou le compagnonnage, je pense que c'est l'avenir pour ces enfants-là. Montrer comment on fonctionne, et non plus exiger des modèles de façon péremptoire. La limite entre paternalisme et compagnonnage, tu vois, c'est compliqué, j'imagine, quand on est avec des étudiants en médecine, des choses comme ça. Je pense que le mot paternalisme banni maintenant, ça va être clair, mais moi je
trouve que c'est parfois difficile. On fait pour pas tomber dans. Tu penses à un truc particulier ou... Non, globalement, quand je vous écoute, des fois je me dis, je suis dans le bon timing de compagnonnage, et là, non, j'étais paternaliste. Je sais pas, comment on peut éviter d'être. Paternaliste, c'est lui taper dans le dos en lui disant c'est bien ce que tu fais, mais je te considère vraiment comme en dessous de moi. Alors que le compagnonnage, c'est je te montre comment je ferais, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu as trouvé cet entretien? Moi, je fais toujours comme ça, je leur montre, ils adorent ça, comme je vous le disais, ils adorent ça, les mots. Ah, mais vous parlez comme ça de la sexualité directement. Oui, j'ai oublié de vous le dire aussi, avec les plus jeunes qui ont tout entendu sur Internet, il faut leur parler franco. Si vous tournez autour du pot de la sexualité, des idées suicidaires, de la violence, etc., du shit, il faut leur dire franchement les trucs. Donc, on leur pose des questions comme ça. Et là on n'est pas dans le paternalisme, on leur pose des questions et on montre aux plus jeunes comment on pose les questions, mais on évite, moi je sais tout, c'est ça le paternalisme aussi, hein. Et je te tape dans le dos et c'est bien, et je te caresse dans le dos, non, ça ils supportent plus. Une question là. Un petit mot. Ouais. Oui, pour le compagnonnage, je rajoute juste un petit mot. Je pense que le mot-clé, c'est l'égalité. Le manager, il parle de collaborateurs, on est tous des collaborateurs. Et avec nos jeunes étudiants en médecine, c'est pareil, on est égaux. C'est un compagnon, je suis un compagnon avec lui. Et moi, je le vois là, on le voit un peu moins en médecine parce qu'il y a une culture paternaliste qui résiste. Mais avec mes étudiants de sciences, ils me disent tu au bout de la 15e seconde, quoi. Ça va? Salut? Ouais, bien, toi, ouais. Voilà, ça change un peu, quoi. Oui, et puis alors, vraiment, en sciences, je pense qu'en chirurgie, c'est un peu difficile, parce que c'est un peu différent, parce qu'en chirurgie, ils sont vraiment obligés de tout apprendre. Mais en sciences ou en médecine, ils ont tellement accès à l'information plus vite que nous, etc., qu'ils nous apportent beaucoup de choses. Et il faut leur montrer qu'ils nous apportent beaucoup de choses. Ouais. Pour faire écho au paternalisme et au compagnonnage, je trouve que c'est pas évident parce qu'on voit que je pense que nos générations, on est plutôt dans le compagnonnage, dans le tutorat, dans l'horizontal, comme vous expliquiez tout à l'heure. Mais et puis il y a des générations X qui essayent de rendre les choses plus horizontales aussi, mais le système en général, la société et puis le système de la santé, l'organisation hiérarchique, c'est très paternaliste, c'est des choses qui sont très ancrées, et je trouve qu'on a l'impression des fois de mettre juste des petites gouttes d'eau et que le système malgré tout il reste paternaliste, et que est-ce que vraiment faire des petites choses au quotidien ça a un impact, est-ce que les choses vont réussir à avancer et à devenir un peu plus horizontales avec les années à venir, c'est des questions qui sont... Ouais, c'est une bonne question, mais franchement, je pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et si on ne s'adapte pas, ils ne resteront pas. Si on ne s'adapte pas, ils partiront dans le privé, ils partiront dans d'autres structures, mais si on continue à maintenir ce système pyramidal, descendant, paternaliste, on va les perdre. Et on perdra les plus intelligents, en plus, et les plus motivés. Alors si j'ai bien compris, l'idée c'est d'essayer de ne pas les perdre, parce qu'on en a vraiment besoin. Et puis on va essayer de ne pas vous perdre non plus, mais ce soir, je crois que l'heure nous est comptée, et il faut, c'est 20h, et il va falloir qu'on libère ça.